Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis matins pour un nouvel épisode de podcast. Et comme bien souvent, le sujet d'aujourd'hui m'est venu à l'issue des rendez-vous, des séances individuelles que j'ai eues aujourd'hui. Particulièrement aujourd'hui, parce que si tu suis sur les réseaux au fur et à mesure, cette semaine, c'est une semaine qui est particulière dans le sens où elle est remplie chaque journée est vraiment très différente des précédentes. Et pour le coup, aujourd'hui, c'était la journée normale avec des guillemets. C'était la journée plus classique avec un enchaînement de séances, ce qui n'a pas été le cas des jours précédents. Bref, tout ça pour dire que comme d'habitude, le sujet s'est imposé à moi. Il se trouve qu'on est mercredi, qu'il est 16h30 au moment où j'enregistre ce podcast et que donc mes enfants sont là, il y a du bruit dans la maison. Donc, encore une fois, j'enregistre dans la caravane. Donc, la caravane, c'est pas l'idéal. L'acoustique n'est pas la meilleure et on entend énormément les bruits extérieurs. Donc, je sais qu'on entend les bruits de voiture. Pour peu qu'il y ait une voiture bruyante ou une moto ou un gros camion, ça s'entend vachement. Donc, je suis désolée pour ça. Je fais au mieux. Mais il se peut que, on soit un peu dérangé par des bruits de l'extérieur. Donc j'espère que ça ne dérangera pas trop l'écoute. Donc le sujet sur lequel j'avais envie de revenir, c'est cet enjeu autour des attentes réelles ou supposées, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on ne veut pas faire, etc. Tous ces enjeux où en fait il y a vraiment une notion que si on se trompe ou si on fait pas ce qu'on doit ou si on fait ce qu'il faut, etc., il faut bien comprendre que ça c'est dicté par un contexte. Que ce soit un contexte familial parce que les valeurs familiales vont dire qu'il faut faire comme ci, comme ça et surtout pas comme ci, comme ça. Ça peut être aussi les valeurs de l'entreprise dans laquelle tu travailles, les valeurs communes de ce qui se fait, de ce qui se fait pas au sein de ton groupe d'amis. Ça peut être aussi dans ton couple. C'est aussi les valeurs, les règles, etc. Sous-jacentes ou vraiment très clairement énoncées du pays dans lequel tu vis, du continent, etc. Qui va être dictée par des lois très claires ou des lois implicites et un peu plus invisible en fait, impalpable, je trouve pas le mot, je cherche le mot exact, inconsciente, plus immatérielle, bon bref, t'auras compris. Donc l'idée c'est de comprendre que parfois on va pouvoir se sentir un peu privé de liberté parce qu'avec cette idée qu'on peut pas toujours faire ce qu'on veut, comme on voudrait, comme on pourrait, au rythme qui serait le nôtre, etc. Et en réalité, on se dit qu'on voudrait être libre. Mais être libre, vraiment libre, finalement, c'est être pleinement responsable d'absolument tout ce que tu fais, tout ce que tu ne fais pas, de tous tes choix. Et contrairement à ce que souvent on imagine, c'est pas si simple de se sentir totalement libre. Alors, est-ce que c'est possible dans le monde d'aujourd'hui où on vit aussi en communauté et où il faut bien tenir compte aussi des gens autour de toi. Je sais pas si une totale liberté est possible et en tout cas, c'est juste pour sentir cet enjeu de finalement, on est toujours en train soit de répondre à des règles, soit de mettre un point d'honneur à pas y répondre. Et en fait, dans les deux cas, si la règle en elle-même n'existe pas, ou l'attente, ou le devoir, etc., ça enlève la possibilité de se positionner par rapport à ça. Quand on a besoin de sortir du cadre, il faut bien qu'il y ait un cadre. Quand on a besoin de se sentir rassuré à l'intérieur d'un cadre, il faut aussi qu'il y ait un cadre. S'il n'y a pas du tout de cadre, c'est vachement plus dur de se situer et de choisir ce qu'on a envie de faire, pas par rapport à une norme, pas par rapport à un cadre, etc.
Et en réalité, c'est extrêmement présent qu'on nous dicte quoi faire, ou qu'on nous conseille, ou qu'on attende des choses de nous. Et ma manière dans mes accompagnements, d'amener les gens à s'interroger sur ce concept-là et à se rendre compte de à quel point en fait on est pétri de ce truc-là, même si on se sent assez libre parce que voilà, on fait pas comme tout le monde, ou sur certains points voilà, on va revendiquer une certaine forme de liberté qui sera pas forcément illusoire, hein. Ça peut être vrai que voilà, moi j'ai décidé que ça se passait pas comme ça et puis je m'en fous, donc on prend une certaine liberté. Mais quand il n'y a aucune attente, et en fait derrière cette idée de répondre aux attentes ou pas, il y a l'idée en fait de se tromper ou de mal faire. Et on peut très bien choisir de mal faire, de dire toi tu voudrais que je fasse ça parce que tu me dis que c'est bien, moi je vais faire ce que tu dis qui est mal et puis je t'emmerde quoi. Dans le côté je suis en réaction. Mais encore une fois, là c'est un choix, c'est conscient. Et donc c'est plus facile à assumer. Mais d'un seul coup, quand il n'y a pas d'attente et pas de règles, c'est tellement inhabituel qu'en fait, il y a un tel champ des possibles qu'en fait, ça met un grand vide. Donc là où j'aime bien l'exercice concret que j'aime bien faire aux gens et qui les fait toucher en fait cette espèce d'incompréhension et ce vide-là, c'est souvent en fin de séance, je vais proposer de choisir une carte. Je vais proposer aux gens, je vais leur demander s'ils ont envie de tirer une carte d'oracle ou du tarot pour clôturer la séance. Et bien souvent, les gens sont un peu curieux et ils me disent oui. Et donc, tous mes oracles sont alignés sur une étagère. Et donc, les gens, je leur dis, les oracles sont là. Et immanquablement, je dis aux gens, prenez une carte. Et en fait, ils me regardent en disant, je prends une carte, c'est-à-dire, dans lequel je sais pas. Ah, c'est moi qui choisis ? Oui. Prenez une carte, quoi. Ouais, mais il y a plein de jeux. Oui. Ah, mais du coup, faut que j'en choisisse un ? Je sais pas. Mais, du coup, je fais quoi ? Mais je sais pas. Et puis, je m'en fiche. Et puis, en fait, faites ce que vous voulez. Faites ce qui a du sens pour vous. Faites ce dont vous avez besoin. Faites ce que vous avez envie. Et il y a un gros blanc. Et les questions se multiplient. Mais, je peux prendre cette boîte-là ? Ouais. Non, parce que j'hésitais avec celle-là. Pourquoi vous prenez pas les deux ? Ah, je peux en prendre deux ? Oui. Si vous avez envie d'en prendre deux, si vous hésitez, pourquoi vous prenez les deux ? Ah, mais je croyais que je pouvais en choisir qu'une. J'ai jamais dit ça. Et en fait, et ça peut continuer longtemps, parce que quand la personne finit par choisir une boîte ou deux, ils ont la boîte dans les mains, ils me regardent, parfois ils me l'attendent. Je dis, mais prenez une carte. Ah, moi-même ? Ouais. Mais je fais comment ? Je dis, je sais pas. Je sais pas, je les étale, faut que je mélange, je prends celle du dessus. Je ne sais pas. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous tromper en fait. Et c'est vraiment un exercice qui décontenance. Parce qu'il y a un espèce de champ des possibles, de tout est possible. Si tu veux tirer une carte des 10 boîtes d'oracle, mais vas-y, fais-le. J'ai pas dit qu'il fallait choisir une boîte en particulier, une seule carte, parce que ça peut être plusieurs cartes dans le même jeu, une carte dans plusieurs jeux, qu'une carte, aucune carte aussi d'ailleurs, les gens ne sont pas obligés de dire oui. Et en fait, il y a vraiment ce moment où il y a ce flottement de il y a pas d'attente. Et en fait, c'est extrêmement rare qu'il n'y ait aucun enjeu comme ça, qu'il n'y ait pas d'attente et qu'il n'y ait pas la possibilité de se tromper. Parce que réellement, sur un exercice comme celui-là, il n'y a pas la possibilité de se tromper. Alors certains diront que parce que peu importe la carte qu'on va lire et le texte qu'on lira qui va avec, il y aura toujours quelque chose qui fera résonance, et que ce soit celle-là ou une autre, en fait, ça change rien. Eh ben oui, précisément, il y aura forcément un message qui va résonner à l'intérieur de toi. Parce que la carte, elle va te parler, plus ou moins fort, ou parfois c'est juste une phrase parmi tout le texte où ça va faire vraiment un effet percutant de dingue, et c'est ça quand même le plus souvent, mais c'est pas une preuve en soi, mais voilà, dans la séance que je viens de terminer, la jeune femme qui a tiré une carte, encore une fois, quand on a lu le texte de la carte,
Déjà, on a regardé l'image, parce qu'avant aussi de se référer à un texte et de voir si on s'est trompé ou pas dans ce qu'on a pu ressentir ou percevoir dans la carte, il y a encore cette idée de est-ce que je me suis trompée, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai pas bien fait. Alors qu'en fait, l'enjeu, il est pas là du tout. C'est-à-dire que ce qu'elle a pu dire de la carte en la regardant avait vachement de sens. Ce que moi j'ai pu voir, ça avait du sens et c'était pas la même chose qu'elle. Mais c'était très complémentaire avec ce qu'elle avait pu voir. Et ensuite, quand je lui ai lu le texte qui était dans le petit livret qui accompagne le tarot qu'elle avait choisi, il y a eu tout un pan qui était mot pour mot, quasiment, ce par quoi elle a commencé la séance et la notion autour de laquelle on a tourné tout au long de l'heure et demie de séance, quoi. Et elle me dit, mais c'est ouf, parce que c'est exactement de tout ça qu'on a parlé. Et effectivement, et moi, c'est souvent comme ça c'est souvent ce rapport que j'ai aux cartes où il y a vraiment quelque chose de pertinent. Mais ça aurait été une autre, peut-être que ça aurait été tout aussi pertinent. Et en fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait une vérité absolue ou de vérifier si j'en prends une autre, est-ce que vraiment celle-là, elle me parlait plus et qu'en fait une autre m'aurait parlé moins pour que je sois sûre et rassurée que ça me parle, etc. Tu peux, hein, mais ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de laisser résonner les concepts, les mots, les images aussi parfois, de voir ce que ça vient te dire, sans te demander si tu te trompes ou pas, ou si tu as bien fait ou mal fait. Et ça, c'est vraiment un biais qu'on est nombreux à avoir, où on a l'habitude d'obéir à ses parents ou justement de pas obéir et d'être rebelle et d'être en rébellion et d'être en contradiction systématique, etc. Mais c'est les deux revers d'une même facette, en fait, d'une même pièce, deux facettes d'un même aspect, en fait. De répondre absolument aux attentes ou de surtout pas y répondre, en fait, c'est le même enjeu. C'est comme faire un pic de fièvre ou descendre en hypothermie. Dans les deux cas, ça vient indiquer qu'il y a un problème dans le corps. Alors ça vient pas s'exprimer de la même manière, c'est un extrême ou l'autre, mais ça vient parler de la même chose globalement. Bah là, c'est un peu pareil. Que tu aies besoin d'avoir un cadre pour vraiment, alors j'allais dire t'y plier, mais il y a un peu un côté péjoratif, je trouve, dans le côté de se plier aux règles, au cadre. C'est comme si c'était, enfin c'est peut-être moi, hein, tu me diras qui met cette valeur-là négative de se plier à une règle, que c'est forcément courber l'échine. Mais peut-être pas, hein, peut-être que de se plier aux règles, c'est juste la base, et voilà, une règle, c'est pour s'y plier, et puis voilà. Mais en tout cas, connaître les règles et choisir d'obéir, parce qu'en fait, c'est aussi ça, la notion d'obéissance, c'est pas de la soumission. Alors ça peut le devenir, hein, mais l'idée d'obéir, c'est pas se soumettre, c'est choisir de respecter une règle, choisir de respecter le fait de s'arrêter au feu rouge. C'est pas de la soumission, c'est de l'obéissance parce que tu sais que tu vas te mettre en danger si tu t'arrêtes pas au feu rouge, que tu vas mettre les autres en danger, et t'as pas forcément envie de porter le poids de cette responsabilité-là. Donc tu choisis pour ton bien et le bien de tous de te plier à cette règle et d'obéir au code de la route dans les grandes lignes. En majeure partie, parce que bon, sur tout ce qu'on a pu apprendre sur le code de la route, je pense qu'on est nombreux à en avoir oublié un paquet, mais les grandes lignes comme s'arrêter à un stop, à un feu rouge, c'est des grands, quand même, des grands concepts du code de la route qu'on maîtrise et auxquels on se plie bien volontiers, même si ça fait chier parce qu'on est en retard, parce que machin, le feu, on s'arrête. Voilà, il est rouge, quoi. Donc, il y a cette idée que c'est un choix. C'est alors une contrainte, hein, bien sûr, parce que s'il y avait eu que toi, voilà, t'aurais continué ta route s'il n'y avait pas eu le feu, etc. Mais imagine la circulation, j'allais dire sans signalisation, sans feu, sans panneau, sans marquage au sol, mais même limite, j'ai envie de te dire, sans route. Avec la possibilité d'avoir des étendues, tu peux tourner, pas tourner, parce qu'il y a des obstacles et même s'il y avait des routes, s'il n'y avait aucune règle, bah tu serais pleinement responsable de ce que tu choisis de faire ou pas sur la route. Et bah cette liberté immense qui porte sur tes épaules, finalement, je ne sais pas si elle serait plus confortable que la responsabilité de te plier à une règle. Je sais pas. En vrai, je me pose la question de savoir si une liberté totale, au-delà du fait que ce soit possible, même rien que l'idée conceptuelle de réfléchir à ce sujet-là, c'est
qu'est-ce qu'on en ferait de cette liberté-là ? Parce qu'en réalité, peut-être qu'on peut pas être libre à tout instant, de tout faire comme on voudrait, mais on a des espaces de liberté qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on imagine. Ou en tout cas, peut-être qu'on ne sait pas forcément reconnaître les endroits où cette liberté existe. Et que le nombre de fois où on se dit, je sais pas moi, ma mère m'a obligée à venir à tel repas. Bah non, en fait, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas t'obliger. Elle peut te faire te menacer, faire du chantage, dire mais tu te rends compte, mais qu'est-ce qu'on va dire et machin. Elle peut mettre beaucoup de choses dans la balance pour t'inciter, pour te faire venir, parce qu'elle, c'est ça ce qu'elle veut obtenir. Mais à aucun moment, tu n'es obligé d'y aller. Soit tu choisis d'y aller parce que tu te dis, ok, si j'y vais pas, ça va faire un tel drame que j'ai pas du tout envie de vivre ça. Donc je choisis d'y aller alors que j'ai pas envie d'y aller parce que je préfère assumer les conséquences de prendre sur moi un repas plutôt que de prendre des reproches pendant 6 mois. Ou l'inverse. De dire alors là, j'irai pas, joue pas à ça avec moi et fais la gueule pendant 6 mois si tu veux, mais moi je viendrai quand j'ai envie et pas parce que tu me feras culpabiliser ou parce que tu feras du chantage ou je ne sais pas quoi. Parce que du chantage, on n'est jamais obligé d'y répondre. Et c'est pareil, faire culpabiliser quelqu'un, ça n'est pas possible. On ne peut pas faire culpabiliser quelqu'un et on ne peut pas obliger quelqu'un à. Si la personne se sent obligée de, ou si la personne culpabilise, c'est que ça existe déjà à l'intérieur d'elle. Quelqu'un qui a pas envie qui ne culpabilise pas sur un sujet, tu pourras lui dire tout ce que tu veux sur ce sujet-là pour que cette personne se sente mal là-dedans. Si elle n'a pas de culpabilité, elle n'a pas de culpabilité. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ? Imaginons par rapport à tes enfants. Je sais pas, pour toi, faut que tes enfants soient au lit tous les jours à 20h30 et ça déroge jamais. Parce que tu connais tes enfants ou tu imagines que s'ils ont moins de sommeil, ça va pas aller. Donc, tu as décidé que c'était 20h30 et pas autre chose. Si toi, t'es OK avec ça, alors déjà, ça veut pas dire que t'as raison, que t'as tort, que tous les parents devraient faire comme toi, que tous les enfants, ce serait le rythme idéal, etc. Mais ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Toi, t'as décidé que c'était 20h30 et que c'était la meilleure chose pour tes enfants, t'en es certaine. Et tu acceptes du coup que tes enfants râlent, parce que quand même, si t'as des plus petits et qu'il n'y a pas école le mercredi, par exemple, oui, mais on est mardi soir et il n'y a pas école demain, oui, mais je m'en fous, c'est 20h30 parce que c'est la semaine et c'est comme ça, qu'il y a école ou pas, point. Alors ils vont peut-être râler, et puis peut-être que ton entourage, ou des amis, d'autres mamans, même tes propres parents, ou peu importe, vont peut-être te dire « Ouais, t'es dur quand même, les pauvres, etc. » Tu vas pas culpabiliser de les faire se coucher tôt si t'es persuadé que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Et encore une fois, ça veut pas dire que t'as raison ou tort, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais tu culpabiliseras pas. Et pourtant, les gens vont peut-être essayer de te faire culpabiliser en disant « Ah, t'es pas cool quand même, regarde, ils ont les boules, ça changerait quoi s'ils se couchaient une demi-heure ou 1 heure plus tard, ils ont même pas école le lendemain. Franchement, allez, t'es pas cool. » Non, en fait, je m'en fous, c'est comme ça. Et moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, et puis voilà. Et il n'y a pas de culpabilité. Par contre, si, je sais pas moi, t'as été élevé dans une famille où t'as entendu ça, où toi, gamine, on t'a toujours dit ça, puis que finalement, en vrai de vrai, tu trouves pas ça si grave de pas se coucher à heure fixe et qu'une demi-heure de plus, une demi-heure de moins, qu'ils sont jeunes et qu'ils s'en remettront et que si c'est pas maintenant qu'ils peuvent avoir de l'énergie même avec un petit peu de sommeil en moins, ce sera jamais. Mais que tu t'obliges à suivre cette règle familiale de les enfants, c'est 20h30 la semaine, nanana, même s'il n'y a pas école le lendemain. Et qu'en fait, du coup, en vrai, même si tu t'en rends pas complètement compte, en vrai de vrai, t'es pas complètement en accord avec ça. Bah, si tes enfants, ils disent « Oh maman, t'es trop méchante », même si ils te font culpabiliser comme ça et que là, tu culpabilises, en fait, c'est là où en fait, tu culpabilises. Parce que si t'es hyper OK avec ce concept-là, avec tes enfants, ils disent « T'es trop méchante », oui, et trouve que je suis méchante si tu veux. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et mon rôle de maman, c'est de prendre soin de toi. Et donc, moi, je te dis que tu as besoin de dormir. Donc, je suis pas méchante. Mais voilà, moi, je fais ce que je pense qu'il y a de mieux pour toi.
Et ça va pas effondrer ça va pas t'effondrer dans ton rôle de maman. Mais si t'es pas si ok que ça, et que une part de toi est un peu contre cette règle parce que t'en as souffert enfant par exemple, et ben là tu vas t'effondrer, genre oh putain il a dit que j'étais la pire maman du monde, oh là là, et il va y avoir une culpabilité qui va monter, mais ton enfant ne peut pas l'avoir créé, ou les gens qui vont te faire des réflexions ne l'auront pas fabriqué, ne l'auront pas généré. Par contre ils auront appuyé sur un truc, et ça aura révélé la culpabilité que tu trimbales déjà à l'intérieur, même si tu t'en rends pas compte. Donc c'est pareil, on peut pas t'obliger à, et souvent quand on te dit que t'as pas le choix, enfin quand tu te dis que t'as pas le choix, ouais mais bon j'ai pas le choix, en fait c'est pas vrai. On a toujours le choix. Alors je suis pas en train de dire qu'on peut tout résoudre en une décision et qu'une situation qui nous convient pas, on peut la changer comme ça du jour au lendemain, c'est pas ça que je dis. Quelqu'un qui va au boulot et qui jour après jour ça va plus bien du tout, et qui dit ouais mais j'ai pas le choix, faut bien que je paye mes factures, faut bien nanana, du coup c'est... Bah alors oui, bien sûr que oui, cette personne elle va avoir besoin de travailler pour payer ses factures, etc. Mais qui l'oblige à rester à cet endroit-là ? Elle n'est pas obligée de démissionner, de se mettre en danger, et ça veut pas dire que dans la seconde où le choix va être fait, la situation va changer, mais de penser qu'il n'y a pas le choix que de rester dans un boulot atroce qui nous convient pas, c'est comme ça et pas autrement, ça c'est pas vrai. Tu peux choisir de changer de travail. Alors, tu peux choisir de juste envoyer des CV, chercher du travail comme ça, puis dès que tu as trouvé un boulot, hop, tu pars. Tu peux choisir de démissionner, il y en a qui le font, il y en a qui osent pas, parce que quand tu démissionnes, t'as plus rien, mais il y en a, ils en arrivent à un tel stade qu'ils démissionnent. Il y en a qui vont demander une rupture conventionnelle et puis ce sera accepté, puis parfois ce sera pas accepté, donc il faudra trouver une autre solution pour partir. Il y en a qui vont faire peut-être un bilan de compétences pour, quitte à être en train d'envisager de changer de travail, peut-être juste aussi changer de métier carrément. Mais il y a plein de choix possibles. Mais il y a aussi le choix de rester, de dire « J'avoue que c'est un boulot qui me fait chier. En même temps, il y a tel et tel avantage. Je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je trouve. Donc après tout, je crois que j'aime autant rester là, même si c'est pas la panacée. » Mais ça, c'est un choix. Et du coup, quand on se positionne avec l'idée qu'on choisit, et puis on peut très bien choisir ça pendant 6 mois, et au bout de 6 mois se dire non mais non, je peux plus, en fait il va falloir que je parte, donc il faut que je trouve comment partir. Et hop, à partir du moment où on choisit de partir, eh ben ça veut pas dire que dès le lendemain, il y a tout qui change. Je suis pas en train de dire ça. Mais en vrai, dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Parfois, il y a des choix qui vont demander des années pour être mis en place, mais pour autant, on a quand même le choix. Et si tu n'as pas le choix de la situation, tu as toujours le choix sur ta manière de le traverser. Toujours, toujours, toujours. Porter un regard différent et te sentir différent, te positionner différemment au sein d'une situation qui n'a pas bougé, ça change tout. Il n'y a rien qu'à bouger à l'extérieur, mais comme de l'intérieur, la perception n'est plus la même, ça change tout. Et c'est en ça où on a toujours le choix. On a le choix de comment on va traverser les choses. Et ça ne veut pas dire que, encore une fois, il y a un moment où il y a toujours cette sagesse, ce recul. On est des humains, on est là pour être aussi vivant dans la spontanéité, pas toujours dans la réflexion et dans l'analyse. Et parfois juste de traverser une émotion qui sera intense et qui va nous déborder. Et puis après de se dire « Waouh, attends... bon, si j'étais aussi en colère, c'est peut-être que là, je me suis pas sentie respectée. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation se reproduise plus, etc. » Donc, l'idée, c'est pas d'être un Bouddha qui est dans une espèce de zénitude absolue, quoi qu'il arrive, et d'être inébranlable. Mais juste d'accepter que la vie, c'est du mouvement, et qu'en réalité, tu as toujours le choix. Je suis en train de regarder les cartes que j'ai tirées, comme je le fais à chaque fois, pour accompagner l'épisode. Et alors je me suis un peu éloignée du sujet, j'ai l'impression, ou pas, peut-être que ça avait un rapport quand même, je sais même plus, avec cette idée de quand il n'y a plus de cadre, quand il n'y a pas d'attente, ça peut réellement déstabiliser. Pourquoi ? Parce que finalement, du coup, tu es responsable
de ce qui va se passer. Et pour faire le lien avec cette histoire de penser que parfois on n'a pas le choix, en fait, c'est aussi une manière de ne pas prendre la responsabilité de ce qui t'arrive. Si tu te fais croire que t'as pas le choix, que c'est comme ça et pas autrement, du coup, c'est pas de ta faute, parce qu'il va y avoir cette notion de se sentir coupable ou pas. C'est pas de ta faute, toi, t'y es pour rien, et puis tu subis, et puis c'est celui qui décide au-dessus de toi, qui a la main, et du coup, c'est pas toi. Si tu devais décider de quitter ton travail ou de tenir tête à ton patron ou de tenir tête à ton conjoint ou à ta famille et que du coup ce soit la fin de la relation avec ta famille, que ce soit temporaire ou définitif, que pendant des mois, des années, peut-être à vie, il n'y ait plus de lien, ça du coup ce serait de ta responsabilité. Mais ce serait aussi de ta responsabilité de continuer à avoir une relation toxique avec ta famille et d'en souffrir et de ne jamais rien faire pour essayer que ce soit différent. Parfois, le fait de mettre les pieds dans le plat et de crever les abcès et de dire les choses, en fait, ça recadre énormément de choses et peut-être que parfois, il y a un moment quand même de waouh, de déstabilisation chez tout le monde et de flottement qui est vraiment pas très confortable et pas agréable. Et parfois, c'est le meilleur moyen que les relations soient bien plus saines. Et pour soi, d'abord, mais en cascade pour tout le monde. Et à l'inverse, si tu choisis de ne rien dire, peut-être parce que parfois tu crois que vraiment tu peux pas faire autrement, en vrai, c'est quand même de ta responsabilité. C'est pas ta famille qui est horrible et qui t'oblige à ou qui... Alors je donne cet exemple parce que c'est en lien avec les sujets que j'ai pu dire aujourd'hui. Du coup, c'est ceux-là qui me viennent, mais c'est transposable à plein de sujets. Et finalement, la liberté, la vraie liberté, c'est de pouvoir faire ce que tu veux en acceptant que peut-être on va te dire que tu te trompes et que peut-être réellement tu te trompes. Ou pas, parce que encore une fois, ça dépend du critère par rapport auquel on se place, mais d'accepter d'être libre de tes actes et de tes choix, et donc d'assumer toutes les conséquences. Mais ça donne quelque chose de vide. Tu vois, comme cette histoire de carte, genre, choisis une carte. En fait, c'est tellement ouvert qu'il y a l'impression qu'il manque des éléments pour pouvoir savoir quoi faire. Mais je veux dire, tout le monde sait ouvrir une boîte de cartes et piocher une carte. Mais c'est comme si peut-être qu'il y a des gestes protocolaires, sacrés, une manière pour que le message soit juste, d'imaginer que peut-être il y a besoin d'une manière protocolaire de le faire. Moi, quand je fais exprès de rien dire, pour que les gens sentent que en fait, leur manière de faire sera la bonne, en fait, tout simplement. Ce sera la meilleure pour eux. Et que dans la vie, il faut apprendre à se faire confiance, même si on n'a pas eu le mode d'emploi, de parfois faire comme ça nous vient. Ça me fait penser à cette phrase qui dit ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un peu ce truc-là. Si on te dit, mais non, ça c'est pas possible, tu peux pas le faire ou ça marche pas, du coup t'essayes pas. Et puis finalement, si personne t'a rien dit et que t'essayes et que oh putain ça marche contre toute attente, waouh, putain je croyais que c'était pas possible. Ah bon, moi je savais pas que c'était pas possible, du coup j'ai fait. Et je trouve ça génial en fait. Mais c'est pas si simple et bien souvent on s'enferme tout seul dans nos limites. J'ai vu une vidéo l'autre jour d'une fourmi. Donc c'est une vidéo, c'est pas un dessin animé, c'est genre une vraie fourmi qui se balade sur une feuille blanche. Et on voit une main avec un gros feutre noir qui fait un grand rond autour de la fourmi, au feutre, donc à plat. Et la fourmi en fait reste dans ce rond. En fait, elle ne passe pas par-dessus la ligne noire. Alors que c'est la même feuille et qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'obstacle. Il y a une différence de couleur, mais il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de hauteur, c'est du crayon sur une feuille, quoi. C'est pas un mur, c'est une ligne au sol. Et en fait, elle ne sort plus. Elle ne sort plus. Et peut-être qu'il y a quelque chose de rassurant, cette fameuse zone de confort, finalement. Et que si un jour, on lui efface et que cette ligne qui a toujours été là, elle n'est plus là, où est-ce que je peux aller ? Dans toutes les directions, n'importe où, comme tu veux. Ouais, mais du coup, trop de choix parfois, trop de liberté, trop de possibilités, vient presque empêcher de faire des choix quand il y a trop de possibilités. Moi, la première, c'est un enfer. Tu me dis, qu'est-ce que tu veux regarder ce soir comme film ou comme série ? Mais il y a tellement de possibilités. Je sais pas combien de DVD j'ai à la maison. En plus, il y a Netflix, et puis il y a d'autres plateformes, et puis il y a la télé, et puis je sais plus combien de chaînes à la télé. Et en fait, il y a une telle
il y a une telle infinité de choses à regarder, j'avais moins de difficultés quand il y avait 6 chaînes. Bon, il y a 6 chaînes, je regarde ce que proposent les 6 chaînes, entre ces 6 trucs, ça me fait plus envie que les autres. Et c'est plus facile de choisir que parmi 200 films, et même, il y a tellement de... Enfin, 200 films, je pense que c'est beaucoup plus que ça, mais c'est-à-dire que quand on te pose un choix clair, 6 films, c'est plus facile de choisir que parmi tous les films possibles du monde. Parce que même en plus sur Netflix par exemple, je sais même pas ce qu'il y a comme film. Et puis il y a des films dont j'ai jamais entendu parler. Donc à moins que quelqu'un m'ait dit « Ah, il est trop bien ce film, il te plairait, tu devrais le regarder », je vais même pas avoir l'idée, c'est comme je dis souvent, on ne voit le monde qu'à travers nos propres yeux et à travers ce qu'on est, ce qu'on connaît et ce qu'on a déjà. Donc me demander quel film j'ai envie de voir, ça va forcément être par rapport à un film que j'ai déjà vu, que j'ai envie de revoir, par un film dont j'ai entendu parler, parce que je sais pas, une bande-annonce, un truc où tout le monde en a parlé, ou quelqu'un qui va me l'avoir conseillé. Ou parce que au gré de mes aléas sur Netflix, je vais tomber sur, la couverture et le titre qui vont m'interpeller, je vais regarder le résumé, puis je vais me dire « Ah tiens, ça a l'air cool ça, je vais le regarder ». Mais je pourrais pas dire un film dont je connais pas l'existence, j'ai envie de le voir. Et c'est un peu ça, quand il y a plus de règles, c'est comme si on pouvait... C'est hyper dur de choisir parce qu'il y a trop de possibilités. Et donc, pour revenir à mes histoires de cartes qui vont avec l'épisode, dans le tarot, j'ai tiré la carte du fou. Et alors, je dis toujours les noms parce que peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent le tarot et à qui ça va déjà donner plein d'informations. Alors, encore une fois, ce qui n'est pas mon cas, je ne connais pas encore la valeur de ces cartes, mais déjà, je me laisse guider par l'illustration. Et donc là, l'illustration, c'est une femme qui est sur un petit rebord en pierre et elle est inclinée en arrière, mais genre vu l'inclinaison qu'elle a, elle est en train de tomber en fait en arrière, elle pourra pas se redresser. Vu comment elle est penchée, là elle va tomber à plat dos. Elle est comme au bord d'une espèce de promontoire en pierre. Elle a les bras écartés, elle a les yeux fermés et elle a l'air complètement sereine alors elle va tomber en fait. Dans une main, elle a un bâton et dans l'autre, elle a une pierre. Et moi, j'y vois quelque chose de... j'ai un bâton de pouvoir, j'ai confiance, de s'entourer aussi peut-être de la magie, de tout ce qu'il peut y avoir dans les pierres, de tout ce qui peut peut-être la rassurer, la guider à travers les pierres. Et en fait, en dessous d'elle, alors je sais pas si c'est de l'eau, c'est bleu, ça pourrait être de l'eau, un lac ou quelque chose comme ça en dessous d'elle, ou peut-être juste du vide, je saurais pas te dire. Et en tout cas, sur cette surface bleue dans laquelle elle va tomber, il y a le dessin d'une fleur de vie. La fleur de vie, c'est une géométrie sacrée. C'est une onde de forme qui peut, par exemple, purifier et nettoyer les pierres, justement, les bijoux. Certaines personnes vont coller des fleurs de vie ou vont avoir des fleurs de vie sur des dessous de verre ou des dessous de carafe et poser des bouteilles d'eau dessus pour venir changer l'énergie de l'eau, etc. Donc c'est une puissante onde de forme. Il y a des points un peu partout au croisement de cette fleur de vie avec de l'énergie qui monte. Et en fait, elle semble, dans un abandon absolu et dans une confiance, en fait, d'être soutenue par, je sais pas, la générosité, l'abondance de la vie, et elle a aucun doute. En plus, elle est de dos, elle va tomber à plat dos. Donc c'est comme si elle voyait même pas où elle tombe, mais en fait, ça change pas le fait qu'elle a confiance. Et l'autre carte de l'oracle avec lequel je tire toujours ce tarot, c'est une carte qui s'appelle le profit. Et la phrase, c'est « J'accueille l'abondance dans ma vie ». Et je trouve encore une fois qu'elles se répondent très bien, ces deux cartes, et qu'il y a une espèce d'infini possibilité et d'abondance dans la vie, mais que ce soit de l'abondance de temps, d'amour, de repos, de soutien, enfin, mets ce que tu veux autour de ce terme d'abondance. Mais en tout cas, c'est l'illustration de l'abandon total en n'ayant pas beaucoup de cartes en main. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça, je trouve, cet enjeu dans l'épisode, dans mon podcast d'aujourd'hui et dans tout ce que j'ai pu dire au travers des différentes séances de la journée, c'est qu'il y a vraiment ce côté de abandonne-toi en fait à l'infini possibilité qui s'offre en réalité devant toi, bien au-delà de ce que peut-être ce trait de crayon noir
de tes croyances limitantes, malgré ce que ce trait de crayon peut peut-être te faire croire qu'il y a des limites qui en fait n'existent pas ou ne sont que symboliques et qu'en réalité tu peux vraiment t'ouvrir, mais avec cette idée de s'ouvrir vers l'inconnu, et l'inconnu fait peur, donc d'accepter en fait cette peur peut-être de se tromper ou d'aller dans la mauvaise direction, mais en tout cas de dépasser ses limites. J'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, je te remercie infiniment pour ton écoute et pour ta fidélité, et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.